Au niveau individuel, la tolérance concerne le comportement des individus qui admettent la différence dans les opinions ou la conduite des autres. Mais lorsque cette tolérance est elle-même menacée, qu'il s'agisse des institutions ou bien des individus, on retrouve la même légitimation, à savoir assurer sa sécurité ou celle de la société. Face aux fanatiques, les seules options possibles sont la fuite éperdue ou le combat. C'est alors le retour du système symétrique que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire celui de la violence réciproque, œil pour œil, dent pour dent. Au chapitre 9 de Candide, le malheureux héros tue le grand inquisiteur de peur d'être brûlé. Au chapitre 16, les Oreillons, le peuple des Oreillons, reconnaissent en Cacambo et Candide des jésuites et veulent les manger après les avoir fait bouillir à petit feu. On sait que la lecture par Voltaire d'un texte de l'abbé Morlaix, qui s'appelle Manuel des Inquisiteurs, a produit une très forte impression chez lui. Dans une lettre adressée à un de ses amis, il écrit « Je vous remercie, au nom de l'humanité, du manuel de l'Inquisition, sous-entendu que vous m'avez envoyé. C'est bien dommage que les philosophes ne soient encore ni assez nombreux, ni assez zélés, ni assez riches, pour aller, c'est quand même très fort ce que dit Voltaire là, pour aller, les philosophes, ne soient ni assez nombreux, ni assez zélés, ni assez riches, pour aller détruire par le fer et par la flamme ces ennemis du genre humain et la secte abominable qui a produit tant d'horreurs. Ce souhait, c'est la fiction qui la réalisera, dans Candide notamment. Je cite Candide, « Je lis toujours avec édification le manuel de l'Inquisition, et je suis très fâché que Candide n'ait tué qu'un inquisiteur. » Déguisé en légitime défense, le meurtre du fanatique n'apparaît plus comme un acte d'intolérance. Mais pour le vieux philosophe, le geste de Candide ressemble à une vengeance par procuration. Il finira d'ailleurs, Voltaire, par faire cet aveu extraordinaire, je cite, « Si j'étais Candide, un inquisiteur ne mourrait que de ma main. » Sur la scène littéraire, la mise à mort du prêtre apparaît donc comme une sorte de revanche virtuelle, à condition de considérer que celle-ci ne quitte pas le terrain du jeu et du divertissement. C'est peut-être aussi le rôle de la littérature que de donner libre cours aux passions. La violence, parce qu'elle est fictive, permet à son tour de libérer le rire. C'est la variation sur le thème de l'arroseur arrosé, ici du persécuteur persécuté, dont l'effet comique, on le sait, est largement éprouvé. À travers un scénario plus ou moins récurrent, dont le fonctionnement est proche de l'archétype, se dessine la restauration d'un faux ordre. C'est le retour du principe sacrificiel sous la forme d'un autodafé fictionnel et hautement symbolique, que j'appellerais la mise à mort du prêtre intolérant. Mais il faut remarquer que Voltaire prend bien le soin de dénier ce droit en théorie. C'est le sens des paroles prononcées par Cacambo sur un mode ironique. Je cite Candide, « Messieurs, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite ? C'est très bien fait. Rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain. » À travers cette formule antagoniste, « tuer notre prochain », Voltaire dénonce l'inversion scandaleuse de la morale évangélique. Un homme, fût-il notre ennemi, reste toujours un homme. Combien de chrétiens se montrent néanmoins oublieux de ce noble précepte, aimer son prochain plutôt que de le détruire. De la même manière, Voltaire récuse nettement tout discours téléologique en matière de justice. Pour lui, la providence n'est pas un ordre à géométrie variable. Voltaire refuse mort du méchant à un simple effet de la justice divine. Le sujet est évoqué notamment dans le dialogue de Freund et de Birton dans un conte qui s'appelle L'histoire de génie, à propos de l'origine du mal. Je cite Voltaire, « Si quelques scélérats sont morts immédiatement après leur crime, ils sont morts par des lois générales qui président au monde. » Fin de citation. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je cite à nouveau, « Tout le physique d'une mauvaise action est l'effet des lois générales imprimées par la main de Dieu à la matière. Tout le mal moral de l'action criminelle est l'effet de la liberté dont l'homme abuse. » Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, tout simplement qu'il n'y a pas de légitimation transcendante à la mise à mort du méchant. Les seules justifications possibles, on l'a vu, sont la menace de l'ordre social au niveau de la collectivité ou de l'intégrité physique au niveau de l'individu. Les différentes réponses fictionnelles que j'ai mises en valeur, le dialogue, la proscription, la mise à mort, différentes réponses fictionnelles apportées par Voltaire à l'intolérance ont, sur le plan littéraire, le même effet comique. Il n'en est pas de même sur le plan idéologique. Le raisonnement et la fête montrent combien il est nécessaire de dédramatiser les conflits. La mise à mort montre au contraire que l'intolérant travaille à sa propre perte. Mais le lecteur se réjouit encore de la défaite du méchant. Dans le premier cas, le philosophe mise sur un accord possible. Dans le second cas, l'accord est impossible. Quand le langage de la raison n'a plus cours, il faut agir, c'est-à-dire réprimer, condamner, châtier. Au niveau des appareils d'État, cela requiert la sanction par les lois, fussent-elles répressives. Au niveau des individus, c'est le fait d'une justice sauvage, d'un réflexe de survie. C'est sans doute une façon de rétablir ou de conserver un ordre, mais un ordre violent qui menace la paix civile. Que j'ai déjà évoqué, le personnage d'Amazan réédite le geste fatal de Candide et l'amplifie même, conformément à ce qu'on pourrait penser être le désir secret de Voltaire. Je cite, « Amazan saisit de sa main le grand rechercheur sur son tribunal et le jette sur le bûcher qui était préparé à 40 pas. Il y jeta aussi les autres petits rechercheurs l'un après l'autre. » Un rechercheur, c'est inquisiteur. Au dernier acte de la tragédie des Guèbres, Voltaire nous fait encore assister au sacrifice d'un prêtre. Mais c'est au conditionnel, cette fois, que se formule ce souhait de voir une juste vengeance s'étendre et se perpétuer. Oui, nos mains ont puni ces fureurs. Puissent ainsi périr tous les persécuteurs. Le ciel, nous disait-il, leur remit son tonnerre, que le ciel les en frappe et délivre la terre, que leur sang satisfasse du sang de l'innocent. On ne peut qu'être sensible à la valeur authentiquement sacrificielle du geste d'Arzémon. Mais il importe de souligner ici la réconciliation du plan théorique et du plan fictionnel et l'adéquation de la théorie avec la pratique. C'est la voix de l'homme d'État qui va s'imposer dans cette tragédie, faisant entendre un discours soustrait aux passions funestes. En effet, l'empereur romain, à la fin de la tragédie, intervient pour réintroduire le principe d'équité et de justice en soulignant le rôle de la loi. Je cite l'empereur, « Vous avez outragé l'empereur et la loi. Le meurtre d'un pontife est toujours punissable. Je sais qu'il fut cruel, injuste, inexorable. Sa soif du sang humain ne se put assouvir. On devait l'accuser. J'aurais su le punir. Sachez qu'à la loi seule appartient la vengeance. Je vous eusse écouté. La voix de l'innocence parle à mon tribunal avec sécurité, et l'appui de mon trône est la seule équité. » Il s'agit une nouvelle fois pour Voltaire de montrer que la violence engendre la violence. Dans le système de l'intolérance réciproque, tout le monde sort perdant. La seule issue possible à ce cercle vicieux est le recours à l'instance juridique et la sanction d'un pouvoir juste. Mais la belle impartialité du patriarche de Fornay vole parfois en éclats. Dans la défense de la tolérance, il y a une éthique, il y a bien aussi, comme le soupçonnent ses adversaires, une tactique. Je ne vais pas développer plus loin, ça nous en emmènerait un petit peu trop loin. Simplement, j'essayais de voir comment il y avait dans certains textes Voltaire une façon de tolérer une fausse tolérance, de démasquer, une sorte de fausse tolérance, puisque évidemment, il faut bien comprendre que au XVIIIe siècle, l'intolérance comme vertu n'est plus possible. On n'est plus au XVIe siècle. On peut plus. Enfin, il y en a encore qui le font. L'intolérance reste un concept positif pour certains théologiens. Mais enfin, il y a quand même le travail de la philosophie et le combat des Lumières qui fait que les hommes d'Église sont obligés de reconnaître les vertus de la tolérance, cette fois. Mais ce que montre Voltaire dans certains textes, c'est l'objet de ma dernière partie, c'est que cette tolérance, finalement, il en dénonce l'aspect superficiel et tactique chez les théologiens. Ils se disent tolérants
pour mieux en fait pouvoir attaquer la philosophie et les Lumières. Donc je ne traiterai pas ça, et j'en viens, si vous le voulez bien, à ma conclusion. On assiste avec les Lumières au passage de ce que j'appellerais une tolérance négative ou une tolérance passive à une tolérance positive ou active. Mais les conflits demeurent.